Aujourd'hui, à l'Informel, je m'entretiens avec François Roy, qui est bien connu en Outaouais. Son rôle au sein de Logement en Occupe l'amène à défendre souvent publiquement les droits des locataires de la région ainsi que leur droit à un logement abordable. Il s'implique auprès de plusieurs organismes du domaine, passant ainsi des paroles aux actes. On est parti pour un autre épisode de l'Informel. C'est le 10e épisode, le dernier de la saison. Je remercie tout le monde de nous avoir écoutés au cours de la saison. C'est fort agréable de savoir que vous êtes avec nous autres. Puis aussi, j'ai eu la chance d'avoir des commentaires des gens que je rencontrais. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci pour les bons commentaires. C'est toujours agréable. Aujourd'hui, je suis avec François Roy de Logement en Occupe, qu'on connaît très bien dans la région parce qu'on ça fait plusieurs années que tu travailles à défendre les droits des gens à avoir un logement abordable. Et puis, dernièrement, François, on t'a vu passer au conseil de ville de Gatineau. Tu étais là avec un groupe de parents pour dénoncer certaines situations. Donc, c'est là que je t'ai vu puis que j'ai dit hey, François, j'aimerais ça le recevoir pour venir jaser à notre émission. Puis en plus, tu es super occupé ces temps-ci à cause de ce qui se passe avec les inondations et tout ça. Donc, je te dis un double merci d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui. C'est bien agréable. Ça fait plaisir. Donc, c'est ça, au conseil de ville de Gatineau qui s'était déroulé dans le secteur de Buckingham, au centre de service. Explique-moi un peu, là, c'était quoi le but de cette intervention-là, cette journée-là? En fait, c'était pour sensibiliser les élus au fait que la crise du logement, c'est pas uniquement des statistiques, c'est des personnes qui sont affectées par la crise du logement. On a beaucoup de politiciens, des élus qui nous disent être sensibilisés à la problématique du logement, à la crise du logement. Mais des fois, on trouve qu'ils tardent à agir parce que dans leur esprit, eux, c'est des chiffres, c'est des statistiques. On a de la misère des fois à s'imaginer puis à concevoir la douleur, la souffrance que vivent ces familles-là parce que sont pas en mesure de trouver du logement qui répond à leurs besoins. Fait que c'est pour ça qu'on a fait une intervention. On l'avait fait dans les années 2000. Puis ça avait donné des résultats parce que là, les élus s'aperçoivent que c'est pas uniquement des statistiques, c'est des êtres vivants en chair et en os, des enfants qui sont affectés par la crise du logement. Une petite dose de réalité, finalement. Là. Tout à fait. Mais est-ce que, bon, tu dis que vous aviez eu des résultats la dernière fois que vous l'aviez fait, est-ce que ça a donné, jusqu'à date, on est juste un mois plus tard, mais est-ce que vous avez eu l'impression que vous avez été écouté? Est-ce que vous avez eu l'impression que ça peut débloquer quelque chose? Je pense que ça a permis de renforcer ce qu'on dénonce depuis des années. Les commentaires qu'on a pu avoir des élus, c'est que ça a touché de façon... ça avait l'air. Oui, ça a vraiment touché les élus qui étaient là, d'entendre, de voir encore une fois, des parents avec des enfants se retrouver dans un pays aussi riche que le Québec puis le Canada, dans une région aussi riche, de voir des familles être incapables de se loger convenablement. Là, je pense que quand ça vient de François Roy, on finit comme un peu banaliser les revendications, mais quand le discours est repris par les personnes qui le vivent, c'est différent. Honnêtement, je pense que la première fois que j'ai vu Daniel Champagne, le président du conseil, avoir pratiquement de la difficulté à prendre le micro après pour dire « OK, on va prendre un autre intervenant ». C'était assez spécial. Effectivement. Mais de ce que j'entendais, par contre, c'est que la ville de Gatineau, politiquement parlant, n'a pas nécessairement un grand jeu à voir. En tout cas, du moins, c'est ce qui semblait dire. Parce que là, bon, les logements à prix modique, c'est surtout d'essor du gouvernement du Québec. Donc, tu sais, qu'est-ce qui pouvait répondre d'autre en même temps? Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre, selon toi? En fait, c'est pas tout à fait vrai. La problématique de l'itinérance du logement, c'est une responsabilité partagée qui est reconnue dans des politiques gouvernementales. Les villes ont toujours été des acteurs importants dans la lutte à l'itinérance, puis particulièrement au niveau du logement. L'ancienne ville de Hull, moins l'ancienne ville de Buckingham, là, parce qu'à l'époque, les élus étaient réfractaires à investir dans le logement. Je me souviens pas du nom du maire qui était là pendant des années à Buckingham. Là. Lui, il y avait une fin de non-recevoir complète au niveau du logement social, mais à Hull... Hull a toujours été une ville d'avant-garde au niveau du logement abordable. C'est pour ça qu'à Logement en Occupe, on avait été
on avait été en première ligne pour soutenir la fusion parce qu'on se disait le logement abordable, le logement social, c'est pas uniquement une question de la ville de Hull, ça doit être aussi une responsabilité de l'ensemble de l'agglomération urbaine, incluant Buckingham-Elmore. Donc, avec la fusion, ça a permis ça. Donc, bref, pour dire que le logement, la lutte à l'itinérance, c'est une responsabilité partagée. Les villes, comme la ville de Gatineau, s'impliquent de façon importante dans le développement du logement social et abordable. Ils investissent. Là, ils sont en train de travailler sur un cadre de lutte à l'itinérance. Ils sont impliqués à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est surtout une responsabilité au niveau constitutionnel, là, au niveau en termes juridiques, c'est une responsabilité d'abord provinciale, mais aussi une responsabilité fédérale. Puis je dirais qu'historiquement, depuis des décennies, particulièrement après le deuxième conflit mondial, le gouvernement fédéral a été un leader au niveau de la lutte, au niveau du logement. C'est d'abord par le gouvernement fédéral qui s'est développé du logement social au Canada. Et le Québec a suivi par la suite dans les années 60 avec la création de la Société d'habitation du Québec. Fait que c'est une responsabilité partagée, la question du logement puis de la lutte à l'itinérance. Fait que concrètement, ce que vous souhaiteriez voir, c'est que la Ville investisse plus pour développer des projets, puis j'imagine peut-être soutenir les investisseurs qui voudraient bâtir des logements? En fait, la Ville, je pense qu'on a un conseil, on a une administration qui veut développer, sont prêts même à investir davantage. Puis c'est pour ça qu'on est allié en partie avec la Ville parce qu'ils revendiquent, comme Logement en occupe, que le gouvernement du Québec puis le gouvernement d'Ottawa investissent davantage. Mais particulièrement au niveau du gouvernement du Québec, parce que les programmes sont mis en place par le gouvernement du Québec, puis on souhaite que le gouvernement du Québec, le gouvernement Legault, investisse davantage. Fait que là-dessus, on est sur la même longueur d'onde avec l'administration municipale pour qu'il y ait plus d'investissement. Puis la Ville est disposée à investir davantage dans la construction de nouvelles unités de logement abordables. Là où il y a un certain bémol, c'est ce qui nous a amené au Conseil particulièrement, parce qu'on a eu certains échanges au cours des derniers mois avec l'administration Penneau-Jobin, puis particulièrement avec la conseillère responsable de l'habitation, Maude Marquis-Bissonnette. On sentait qu'il y avait une réserve, une réticence à revendiquer comme un logement en occupe, mais également, on pourrait en parler, on a relancé une coalition qui s'appelle la Coalition Urgence Logement, qui regroupe une vingtaine d'organismes communautaires préoccupés par la crise du logement. Donc, on demande à l'administration municipale de nous appuyer dans nos revendications auprès du gouvernement du Québec pour que le gouvernement du Québec mette en place des mesures d'urgence. Le temps que les logements abordables se construisent, ça peut prendre des années. Là, présentement, comme on a pu voir au Conseil, il y a des familles présentement qui sont sans logis. Puis c'est accentué, puis c'est aggravé avec les inondations, évidemment, puis avec les tornades. Donc, pour pouvoir soutenir, accompagner adéquatement ces familles-là qui se retrouvent sans logis ou très mal logées, ce qu'on revendique, c'est des mesures d'urgence. Un programme d'aide d'urgence pour accompagner et soutenir ces familles-là, comme ça a été le cas dans les années 2000, de 2001 à 2005. On avait revendiqué, parce qu'entre 2001 et 2005, on a traversé une crise du logement semblable à ce qu'on vit présentement. Et on avait revendiqué auprès du gouvernement de l'époque des mesures d'urgence pour soutenir les familles qui se retrouvaient sans logis. Puis on aimerait que les mêmes mesures soient mises en place présentement. Donc, c'est des mesures qui ont... c'est un programme d'aide qui comprend plusieurs mesures. Comme? De l'aide pour déménager les biens meubles des familles qui se retrouvent à la rue, de l'entreposage, de l'hébergement d'urgence. Parce qu'une famille qui se retrouve à la rue... on ne toujours même pas pour la laisser sur le trottoir. Puis des familles n'ont pas accès à un refuge comme le Gétami, évidemment, avec des enfants. Donc, ça prend des mesures d'hébergement d'urgence, en motel ou en hôtel. Et une aide qui est la clé pour pouvoir reloger ces familles-là, le temps qu'ils puissent avoir accès à du logement abordable. C'est une aide financière qui permet à ces familles-là d'aller habiter dans du logement privé inabordable, parce que malgré la pénurie de logements, on arrive toujours à trouver
du logement disponible, mais souvent, le logement qui est disponible est hors de prix pour ces familles-là. Donc, on appelle ça un programme de supplément au loyer. Okay. Qui permet à ces familles-là, modestes revenus ou à faible revenu, d'aller habiter dans un logement qui est, mettons, à 1 000 $ par mois, mais eux ne paient que 25 % de leur revenu, un peu comme s'ils étaient dans un logement primodique. La balance est subventionnée par le programme d'aide. Okay. Fait que c'est surtout ça sur lequel on aimerait que le conseil puis la ville nous appuie dans nos démarches auprès du gouvernement du Québec pour avoir ce programme-là, comme on l'avait dans les années 2000, le temps qu'on construise suffisamment de logements pour résoudre le problème de la crise du logement. Parlons-en de ces familles-là. Parce que c'est assez particulier, puis c'est facile de juger. Hein. Les gens vont voir ça, puis vont se dire, je suis certain que tu as dû l'entendre, c'est facile de dire, ben là, pourtant, on est dans une économie où l'emploi est bon. Normalement, on devrait être capable d'avoir un travail assez, puis être capable de vivre moindrement bien. On est dans une région qui est considérée riche. Qu'est-ce qui fait que ces familles-là se retrouvent dans la situation qu'ils sont? Ben, il y a plusieurs facteurs, puis c'est un peu paradoxal parce qu'effectivement, on vit dans une région qui est riche, dans une région où on remarque depuis plusieurs années une croissance économique puis une croissance de l'emploi. Il y a même on manque de personnel. Un problème de main-d'œuvre. Mais c'est ce qui amène qu'il y a une crise du logement. C'est que c'est une région qui attire beaucoup de jeunes, de nouveaux arrivants du Québec, de d'autres régions du Québec ou de l'étranger. On est une région qui est accueillante aussi. On est la 3e ville au niveau de l'accueil des nouveaux arrivants. Okay. Fait que c'est une région qui a une croissance, mais le logement ne suit pas. Okay. Il y a plus... Il y a une arrivée de population plus grande que de la réalisation de logements. C'est ce qui explique, puis c'est ce que le rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement disait que paradoxalement, on vit dans une région riche où il y a une forte croissance de l'emploi, mais le logement ne croît pas aussi rapidement que la croissance de la population, que la croissance démographique. L'autre facteur également qui explique ça, c'est le fait que, il y a quelques années, le gouvernement a resserré les mesures pour accéder à la propriété. Okay. Donc, les jeunes qui se retrouvent sur le marché du travail, c'est beaucoup plus compliqué pour eux de devenir propriétaires. Les critères ont été resserrés au niveau du financement des en effet. Suite à ce qui est arrivé avec le crash économique. Oui, effectivement. Fait que ces jeunes-là se retrouvent vers le marché locatif. Donc, des gens qui dans le passé, ont eu accès à la propriété. Donc, ces gens-là vont se retourner vers le marché locatif. Mais les promoteurs les promoteurs immobiliers, depuis des années, vont plutôt se sont orientés vers la construction de condos ou de maisons. Et ils se construisent pratiquement plus depuis des années de logements locatifs parce que c'est pas un secteur solvable ou rentable pour les promoteurs. Parce qu'ils savent que la clientèle captive pour le logement, c'est une clientèle à faible et modeste revenu. Et pour viabiliser la construction de logements locatifs, aujourd'hui, c'est impossible de s'en tirer en bas de 800 ou 1000 $ par mois. Fait que ça fait des logements qui sont réservés pour des ménages à modeste revenu, même supérieur. Donc, les ménages à faible revenu, n'ont pas de place. N'ont pas de place. L'autre problème qui explique ça, c'est que dans le logement locatif disponible, on a surtout construit du 1 chambre et 2 chambres à coucher. Okay. Et on accueille de plus en plus des nouveaux arrivants avec des 4, 5, 6 enfants. Fait que ces familles-là n'ont pas accès à du logement parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Puis quand on regarde le dernier rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, là, qui a confirmé ce qu'on dénonce depuis des années, qu'on est dans une crise du logement. Le dernier rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement du mois de novembre dernier, on faisait état d'un taux d'inoccupation moyen à 1,2, alors que le taux d'équilibre est à 3 %.
Et les gouvernements considèrent qu'on est en crise du logement quand on est en deçà de 1,5. Là, on est à un taux moyen de 1,2. Okay. Mais dans le secteur plus urbain de Hull, Gatineau, on est à 0,8%. Mais quand on va dans les 3 et 4 chambres à coucher, il n'y en a pratiquement plus disponibles. Fait que bon, puis l'autre chose aussi, pour répondre de façon plus précise à la question, c'est vrai qu'on est dans une région riche. Il y en a qui font des bons salaires, sont au-dessus de la moyenne, mais il y a quand même une proportion importante des travailleurs, travailleuses qui sont à faible revenu, mon salaire minimum. Fait que, même quelqu'un qui est au salaire minimum, aujourd'hui, même s'il travaille à plein temps, 40 heures semaine, son taux d'effort pour aller dans du logement privé est très élevé. Fait que c'est ce qui explique qu'il y a une crise du logement, puis qu'il y a même des ménages qui travaillent à l'heure actuelle. Puis c'est de plus en plus documenté. On appelle ça les pauvres travailleurs, là, qui vont même faire affaire à des banques alimentaires parce que le coût du loyer est tellement élevé qu'il en reste très peu pour s'alimenter puis pour subvenir à ses besoins. Quand on parle des écarts de richesse entre les riches et les pauvres, ben ça en est une illustration. On vit dans un environnement qui a très peu de place pour du logement, pour les ménages à faible et modeste revenus. Donc, c'est pour ça qu'on revendique. En fait, ce qu'on dit depuis des années, c'est que le marché privé du logement n'est pas en mesure de répondre à l'ensemble des besoins des ménages locataires. C'est pour ça qu'on revendique qu'il y ait du logement public ou communautaire pour répondre pour que le droit au logement de ces ménages-là soit respecté. En fait, quand on est en affaires pour du logement, c'est une business. Il faut la rentabiliser. Mais le logement, c'est pas uniquement une business, c'est un droit. Donc, il faut que les ménages à faible et modeste revenu puissent accéder au logement. Mais le marché privé n'est pas en mesure de répondre à ces besoins-là. Donc, ça prend du logement social et communautaire. Un droit puis un besoin essentiel aussi. Là. Effectivement, un besoin. Puis, je me demande, sur une note peut-être un peu plus privée, comment ça a été d'approcher ces familles-là pour leur dire, parce que ça doit prendre du courage pour eux autres de dire, moi, je vais aller devant les gens, devant le conseil, devant le public qui est là et devant les caméras pour témoigner de ma situation. Comment ça s'est passé, ça? Évidemment, c'est pas toujours évident, là. Moi, ça fait depuis 1995 je suis impliqué à Logement Occupe. J'ai traversé depuis ces années-là des périodes extrêmement dures, difficiles. Mais ce qu'on vit présentement, c'est la première fois que je suis confronté à des situations aussi pénibles. Depuis les dernières années, on constate que la crise du logement touche davantage des familles vulnérables, des personnes vulnérables. Puis quand ces gens-là font appel à nos services, aux organismes communautaires, c'est souvent pas de gaieté de cœur parce qu'évidemment, on doit piler sur son orgueil, puis c'est toute notre intimité également là, qu'on met de côté. Mais ces gens-là sont dans une grande détresse, puis bon... évidemment, quand on les rencontre, on leur explique qu'on n'est pas plus armé qu'eux, mais c'est que collectivement, qu'on va être en mesure de faire avancer les choses. Puis qu'on a besoin d'eux pour convaincre les autorités, les politiciens à donner suite à nos demandes. Fait que c'est comme ça qu'on a pu les emmener à aller sur la place publique. En fait, c'est pas tout le monde qui accepte, là, mais je pense que avec le nombre de rencontres qu'on a avec ces gens-là, on arrive à faire du travail d'éducation puis de sensibilisation sur le fait que ce qu'ils vivent, c'est pas une situation personnelle, c'est pas une cause individuelle, mais c'est une problématique collective. Fait qu'on leur fait comprendre que c'est pas uniquement de leur responsabilité, le fait de se retrouver en grande difficulté, mais que c'est d'abord et avant tout une responsabilité collective, puis c'est... La solution à ce problème collectif-là doit venir de politiques publiques, donc de programmes publics. Puis quand les gens finissent par comprendre ça, puis quand on les rencontre, on fait souvent des rencontres de groupe. Puis là, ils se rendent compte que ils sont pas seuls, leur problème, c'est pas un problème individuel, ça devient un problème collectif. Ils le voient, puis quand ils entendent les autres
les comptes, les descriptions que les gens font de leur situation, ben je vis la même chose. Mm-hmm. Puis là, ils se rendent compte que c'est plus un problème individuel, puis que ça devient un problème collectif. Mais ça rend pas la chose pour autant plus facile d'aller sur la place publique. Mais quand on voit les témoignages qui ont été faits au Conseil, je pense que c'est assez surprenant l'aisance avec laquelle les gens ont témoigné de leur situation également. Ouais, définitivement, ils ont parlé du cœur, puis c'était très touchant. Là. Je me souviens, il y a un père avec 2 de ses filles monoparentales. Bon, se retrouve à la rue au bout de la semaine ou peu importe, dans un court laps de temps. C'est quoi les solutions à court terme que vous proposez à ces gens-là? Parce que ça doit... je me mets un petit peu... Je me mets un peu dans vos souliers à vous autres qui rencontrez ces familles-là puis qui dites, OK, vous voyez des gens en détresse, d'une part, vous êtes des êtres humains puis vous voyez quelqu'un en détresse, ça doit être difficile un petit peu de vivre ça. Puis de l'autre côté, vous n'avez pas toujours une solution. Là. Non. Effectivement, à venir jusqu'à récemment, on avait des solutions. OK. Mais depuis quelques semaines, les solutions ne sont plus là. C'est pour ça que on accentue les pressions. Puis évidemment, la question des tornades puis des inondations est venue accentuer. Puis les gouvernements ont dû aussi s'impliquer pour soutenir les familles sinistrées, puis avec raison. Mais ça a comme mis les ménages qui se retrouvaient à la rue à cause de la crise du logement un peu de côté. Fait que jusqu'à récemment, on était en mesure d'accompagner puis de soutenir puis d'éviter que ces familles-là ne se retrouvent à la rue parce que depuis les dernières années en Outaouais, puis c'est un peu particulier à l'Outaouais, on a développé des ressources pour héberger temporairement des familles qui se retrouvent à la rue. Okay. On est la seule région au Québec qui avons développé ces mesures spécifiques-là pour soutenir, accompagner des familles sans logis. Bon, on en retrouve du côté d'Ottawa puis du côté de l'Ontario. Okay. En fait, des familles sans logis, c'est un phénomène qu'on ne voyait pas au Québec il y a quelques années, mais depuis une dizaine d'années, malheureusement, c'est un phénomène qui est devenu chronique. C'est pas particulier au 1er juillet, c'est un phénomène qui est maintenant chronique à Gatineau, des familles qui se retrouvent carrément sans logis. Fait à cause, au début des années 2000, quand on a vu venir le phénomène, on a mobilisé certains acteurs, puis on a développé un organisme particulièrement, les œuvres Isidore Astigui, pour développer du logement de dépannage, du logement de transition. Puis par la suite, il y a le service d'aide à la recherche de logement qui est associé à l'Office municipal d'habitation l'Office d'habitation de l'Outaouais maintenant, qui également, eux, offre un service puis du logement de dépannage à des familles. Fait que quand il y a des familles jusqu'à récemment qui venaient cogner à nos portes, qui se retrouvaient sans logis, on les installait dans du logement de dépannage. Le temps de trouver une solution pérenne ou permanente à ces familles-là, on a des logés dans du logement abordable permanent. On les logeait temporairement dans du logement de dépannage. Il y a jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, on pouvait... ces familles-là ne vivaient en hébergement que 2-3 mois, puis on arrivait à les reloger de façon permanente et de façon adéquate, abordable, dans du logement permanent. Mais maintenant, à cause de la crise du logement, parce que les mesures d'aide dont je faisais état tout à l'heure, l'aide pour du relogement ne sont plus là, mais ces familles-là vivent dans l'hébergement d'urgence temporaire, pas uniquement 2 mois. C'est rendu, les séjours durent 1 an. Fait que s'il arrive une nouvelle famille sans logis, on n'a plus de place. Fait qu'il y a comme un phénomène d'entonnoir. En fait, l'analogie ou l'exemple que je pourrais donner, c'est comme en urgence médicale. Si tout le monde se retrouve en urgence médicale, puis qu'on ne sort pas les gens de l'urgence médicale, ben ça fait que les gens sont pris pour dormir sur des civières ou attendre des délais qu'on connaît dans les urgences médicales. Mais en urgence sociale, parce qu'on parle d'urgence sociale, ben c'est le même phénomène. Comme le GTAMI, si tous les lits d'urgence sont occupés, ben on ne peut plus recevoir de nouveaux itinérants. Fait que la solution à ça, si on veut libérer les urgences, mais il faut investir en amont. Il faut investir dans le logement ou mettre en place des mesures de relogement, comme je parlais, des subventions pour reloger. Fait que ces mesures-là n'étant pas là,
depuis les dernières semaines, mais là, les nouvelles familles qui nous arrivent, on n'est plus capable d'y prendre dans nos logements de dépannage. Puis malheureusement, mon grand désespoir, vendredi passé, malgré tous les efforts qu'on a faits, mais on n'a pas été en mesure d'offrir un hébergement temporaire à un père monoparental avec 2 enfants. Moi, c'est la première fois dans... J'allais te demander si c'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois que ça m'arrive. Wow. Puis là, au cours des dernières semaines, à Logement Occupe, on a pris une initiative qu'on ne faisait pas avant pour ne pas laisser ces familles-là à la rue. On prenait l'initiative de payer le motel à ces gens-là. OK. Croyant que l'État allait rembourser les factures. C'est pas de la mission, puis c'est pas le rôle de Logement Occupe de commencer à payer de l'hébergement pour des familles. Fait qu'on a pris le risque, on a pris la chance, on a logé 5 familles en motel au cours des dernières semaines, avec des coûts qui sont quand même importants pour un organisme communautaire comme Logement Occupe, avec une facture de tout près de 5 000 $. Sur les 5 000, seulement que 500 ont été remboursés par le gouvernement. Fait que là, ce qu'on a dû dire à la dernière famille, écoutez, nous, on n'a plus les ressources pour assumer les coûts d'hébergement. Fait qu'on l'a invité à aller voir des amis de la parenté. Est-ce qui est arrivé? On a perdu contact. Évidemment, c'est pour de gaieté de cœur qu'on le fait. Fait que c'est pour ça qu'on n'est plus, à l'heure actuelle, on n'est plus... on essaye d'accentuer nos demandes, nos revendications, d'où la sortie devant le conseil. Jeudi dernier, on est allé devant le conseil d'administration du CISO, avec d'autres familles sans logis pour sensibiliser également. Jeudi, on a eu plusieurs rencontres avec le maire au cours des dernières semaines. Puis jeudi, avec le maire, je vais rencontrer la ministre responsable de l'habitation qui va être de passage à Gatineau pour lui rappeler la situation puis lui faire part de nos demandes. Je vais toujours t'interrompre quelques minutes, le temps de dire merci à tout le monde, quelques secondes plutôt, le temps de dire merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute, merci de nous avoir suivis au cours de la saison, c'est fort apprécié. Vous pouvez vous rendre sur notre site web au www.tvc.qc.ca pour le reste des émissions. Donc, mais si tu permets, avant de parler de avec la rencontre avec la ville, je veux juste revenir un petit peu en arrière. Là, maintenant, d'abord, à l'intérieur du cercle, parce que là, on parle beaucoup de François puis de Logement Occupe, mais vous êtes plusieurs acteurs là, qui aident. Là, puis tu pourras m'en parler des autres personnes. Mais comment est-ce que vous avez vécu ça? Parce que j'ai l'impression que pour vous autres, ça doit être un peu un feeling d'un échec là, dans votre mission que vous êtes donnée. Oui, puis non, parce que... Puis aussi, excuse-moi, si je peux me permettre de rajouter, puis là, qu'est-ce que vous voulez faire pour peut-être rattraper, ou est-ce que vous êtes encore, j'imagine, vous êtes encore en train de travailler des solutions pour cette famille-là? Ben là, malheureusement, puis on comprend la communication interrompue avec la famille, parce qu'évidemment, la famille est en attente d'une solution immédiate, mais comme j'ai expliqué dans un courriel que je lui ai envoyé... nous, notre rôle, on ne peut pas se substituer aux responsabilités de l'État. On est un organisme communautaire. En Logement Occupe, on est un organisme de défense collective des droits. On fait avec ce qu'on a. À l'impossible, nul n'est tenu, mais ça ne règle pas le problème de cette famille-là puis des autres qui viennent cogner à notre porte. Notre rôle, c'est d'interpeller les autorités publiques, municipales, provinciales et fédérales pour qu'ils assument leurs responsabilités. Le Québec puis le Canada s'est engagé sur la scène internationale à respecter le droit au logement. Le droit au logement, c'est d'assurer un toit sur la tête à tous ceux qui ont des problèmes de logement. De toute évidence, à l'heure actuelle, il y en a qui oublient leurs responsabilités. Fait que, malheureusement, c'est vrai qu'on n'est pas en mesure de répondre. Puis plus ça va aller, plus on risque ces familles-là risquent de faire face à un mur où leurs besoins au niveau du logement ne soient pas comblés si les gouvernements ne donnent pas suite à des mesures comme je le mentionnais tout à l'heure. Fait que c'est vrai que c'est un échec, mais en contrepartie, à cause de la mobilisation des dernières semaines, je pense qu'on est arrivé à l'heure actuelle à faire bouger un peu les acteurs au niveau de la scène municipale. On a eu plusieurs rencontres avec les autorités municipales.
On a eu quelques rencontres politiques avec le nouveau gouvernement Legault. J'ai eu l'occasion de rencontrer la ministre de l'Habitation. J'ai pu échanger brièvement avec le premier ministre. Il y a d'autres acteurs, nos partenaires nationaux également, qui accentuent les demandes. On a espoir qu'au cours des prochaines semaines, il y aura des annonces de fait pour améliorer les investissements au niveau du logement, mais avec des mesures d'urgence pour répondre aux besoins. Sinon, on va maintenir la pression et les mobilisations. Comme je le mentionnais tout à l'heure, au début des années 2000, parce qu'on vivait une situation similaire, on a mis sur pied une coalition régionale qui s'appelait la Coalition Urgence Logement, qui a été très active de 2001 à 2005, qui mobilisait une vingtaine d'organismes communautaires qui interviennent de près ou de loin auprès des ménages qui ont des problèmes de logement. Ça avait donné des résultats à l'époque. Fait que là, compte tenu de la situation et de la nouvelle crise du logement, on a relancé la coalition qui regroupe encore une fois une vingtaine d'organismes communautaires. À l'époque, on avait adopté un manifeste qu'on a réactualisé, un manifeste qui faisait état de la crise du logement et qui appelait les autorités gouvernementales à mettre en place différentes mesures pour aider les ménages victimes de la crise du logement. Donc, des mesures à court, moyen, long terme. Des mesures à court terme, comme je le mentionnais, avec un programme d'aide d'urgence. L'entreposage des ménages des biens meubles, l'hébergement d'urgence, du soutien communautaire, plus d'investissement dans le logement. Donc, la coalition a été relancée, puis le manifeste a été relancé également avec les revendications dont je viens de parler. Je suis curieux aussi de savoir si un des problèmes que peut-être les familles rencontrent, c'est lorsqu'ils on veut avoir accès à un logement à prix modique. Est-ce que le côté paperasse, le côté administratif, est-ce que c'est complexe d'avoir accès? Est-ce que c'est difficile pour une famille finalement de se retrouver avec un logement? Et puis peut-être m'expliquer dans le fond aussi, parce que qui chapeaute les HML aussi? Parce que c'est un petit peu abstrait pour la plupart des gens, je pense, de savoir qui chapeaute ça, qui fait construire, qui est propriétaire. Ouais. Parce que c'est des coopératives, en fait, qui vont les monter d'habitude, je pense. En fait, c'est un peu complexe tout le domaine du logement abordable. Là. Je vais essayer de vulgariser ça, peut-être. C'est ça. Bon, on parle beaucoup de logement abordable, mais nous, c'est pas le terme qu'on emploie. Le logement abordable, c'est une notion fourre-tout là, parce que pour certains, du logement abordable, pour nous, du logement abordable, c'est pas nécessairement du logement à prix modique. Okay. Du logement abordable, c'est du logement qui est un peu en bas du prix du marché. Donc, nous, on aime mieux parler du logement social et communautaire. Okay. Mais il y a du logement abordable également. Donc, dans le marché locatif en général, évidemment, il y a le logement privé là, qui comprend le plus d'unités, donc dans le marché privé. Puis je vais ouvrir une parenthèse. Dans certains pays d'Europe, il y a plus, dans le parc de logement, dans le marché du logement, dans certains pays, il y a plus de logements sociaux et communautaires que dans le marché privé. Okay. En Amérique, c'est différent. Là. Le marché, le logement social ne correspond à peu près pour 5 à 10 % du marché locatif, alors que dans certains pays d'Europe, c'est plus que 50 %. Donc, quand on parle de logement abordable, ça peut être du logement géré par des organismes à but non lucratif, qui n'est pas nécessairement à prix modique. Donc, ça peut être des logements qui sont propriétés soit des coopératives d'habitation ou des OSBL, des organismes à but non lucratif, ou du secteur public. Donc, l'Office municipal, l'Office d'habitation de l'Outaouais, c'est un propriétaire parapublic qui gère à la fois du logement abordable, qui est du logement qui est en bas du marché privé, un peu en bas, mais qui gère aussi un parc important d'habitation à loyer modique, les HLM, qui, eux, ce sont des unités à 25 % du revenu des ménages qui y logent. Donc, pour pouvoir accéder à du logement à prix modique dans HLM, il y a des plafonds.
ça ne s'adresse pas à tous les locataires, c'est les locataires à faible et modeste revenu, selon la composition familiale. Là, il y a un maximum de revenus. Mais dans le logement social également, il y a des coopératives d'habitation qui peuvent avoir du logement à prix modique, subventionné, ou dans les coopératives également, du logement qui n'est pas nécessairement subventionné, donc à prix modique, mais il y a du logement abordable. Donc, tout locataire peut appliquer dans une coopérative d'habitation. Si on est accepté, bien évidemment, les logements sont à moindre coût que dans le marché privé, mais en contrepartie, il faut participer comme co-gestionnaire, copropriétaire. C'est une coopérative, donc il faut accepter d'y participer. Okay. Puis l'autre formule, c'est des logements gérés par des organismes à but non lucratif, comme Mon Chez Nous, les habitations Rivière de l'Ottawa, où on retrouve certaines unités ici à Buckingham. Donc, eux gèrent un parc de logements dits abordables ou du logement subventionné. C'est un peu compliqué, là, mais en gros, il y a 3 types de propriétaires dans le logement social et communautaire. Il y a le logement public qui est géré par des sociétés paramunicipales, donc des offices d'habitation. Il y a des coopératives d'habitation et il y a des organismes à but non lucratif. C'est à peu près les 3 types. Donc, il faut appliquer, il faut que les gens appliquent auprès de ces différentes instances-là, c'est un logement public. Puis effectivement, il y a des formulaires à compléter, mais souvent, les gestionnaires vont accompagner les requérantes pour les aider. Oui, il y a un certain encadrement. Puis évidemment, il y a des documents à fournir, rapport d'impôt, tout ça, pour démontrer nos revenus, tout ça. Puis, là, ces dernières, comme si la crise n'était pas difficile, assez comme ça. Les dernières années, on a vécu en 2017 une inondation, 2018, une tornade qui a frappé des HML. Dans le secteur Hall. Inondation encore cette année, en 2019. C'est quoi, dans ce contexte-là, comment ça va? Là? C'est quoi la situation? Je peux imaginer qu'il y en a peut-être des cas qui datent même de 2017, que c'est pas réglé, ou sinon 2018 avec la tornade, puis on en rajoute d'autres. Oui. Effectivement, on a encore des ménages victimes des inondations de 2017, leur situation n'est toujours pas réglée, autant des propriétaires que des locataires. Se rajoute à ça les nombreux sinistrés des tornades. Puis on sait que la tornade a sévi particulièrement dans le quartier Mont-Bleu, à Hall, où on retrouvait un nombre important d'unités abordables dans le marché privé. Mais il y a des unités de coopératives et de logements publics aussi qui ont été touchées par les tornades. Fait qu'il y a eu une destruction massive de logements privés, mais meilleur marché que dans d'autres secteurs, parce que c'est un quartier qu'on trouve beaucoup de ménages à faible et modeste revenus parce qu'il y avait beaucoup de logements abordables. Fait que c'est des centaines d'unités qui ont été détruites, qui sont toujours pas reconstruites. Fait que ça, effectivement, ça a aggravé la situation de la crise du logement. Et maintenant, on doit composer avec de nouvelles inondations qui viennent aggraver tout ça. Fait qu'on est une région au Québec gravement touchée par la crise du logement et les différents sinistres auxquels on a été confrontés. C'est pour ça qu'on espère que les gouvernements vont investir davantage à Gatineau pour construire de nouveaux logements abordables d'ici les prochaines années. Donc, si on veut s'attaquer à la présente crise puis aux difficultés que vivent les ménages affectés par les sinistres, la seule solution, c'est un investissement massif dans du logement communautaire et du logement social, parce qu'à l'heure actuelle, le secteur privé semble pas vouloir s'impliquer dans la construction de logements, de logements locatifs. Parce qu'encore une fois, comme je le mentionnais, on ne trouve pas que c'est un secteur rentable pour les promoteurs privés. Donc, il faudrait qu'il y ait une aide gouvernementale. Mais nous, ce qu'on préfère, c'est que les investissements servent pour soutenir des initiatives sociales et communautaires. Je ne sais pas où j'ai entendu ça, j'essaie de me souvenir, ça ne me revient pas, mais on avait déjà quelqu'un qui a suggéré de dire que, dans certains projets, lorsqu'un promoteur voudrait avoir des immeubles, il devrait y avoir un pourcentage de logis qui sont classés pour des personnes à faible revenu. Est-ce que ça serait une solution? Oui, c'est une mesure qu'on revendique depuis des années. On appelle ça une politique d'inclusion. Okay.
parce que, bon, évidemment, les promoteurs de logements sociaux et communautaires ont énormément de difficultés à trouver des terrains pour pouvoir réaliser leurs projets, parce que les grands promoteurs immobiliers se sont accaparés quasiment tous les terrains sur le territoire de la ville de Gatineau. Donc, c'est très compliqué. Puis la ville de Gatineau, contrairement à ce qui est mentionné dans sa politique d'habitation, ne s'est pas dotée d'une banque de terrain. Fait que pour solutionner ce problème-là, ce qu'on revendique, c'est une politique d'inclusion. Pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'un promoteur privé, exemple, s'il développe un projet immobilier de, mettons, 1000 unités, mais qu'il y en aurait 15 à 20% qui seraient dédiés pour du logement abordable. Donc ça nous permettrait effectivement de surmonter un problème majeur de terrain avec lequel les promoteurs de logements sociaux et communautaires sont confrontés. Mais pour faire ça, il faudrait que le gouvernement adopte une politique québécoise parce que les municipalités n'ont pas l'autorité de forcer les promoteurs. Ça, non. Donc, il faut que le gouvernement du Québec adopte un programme spécifique, ce qu'on appelle une politique d'inclusion. Mais à ce moment-là, est-ce que le gouvernement pourrait aussi embarquer et dire, bon, on va subventionner la différence par rapport à la valeur du logis? Oui. En fait, comme je le mentionnais avant d'entrer en ondes, la crise qu'on vit là, à l'heure actuelle, c'est une crise qui a été engendrée par le retrait du gouvernement fédéral, particulièrement en 1994. Bon, comme je le mentionnais, après le deuxième conflit mondial, après la guerre 39-45, le Canada a traversé, comme plusieurs autres pays industrialisés, a traversé une grave crise du logement. Donc, quand les soldats sont revenus, pendant le conflit mondial, on n'a pas investi dans le logement. Puis quand les soldats sont revenus, on s'est retrouvé avec une pénurie extrême de logements. Okay. Ce qui a donné naissance à la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Le gouvernement d'alors, le gouvernement fédéral de l'époque, a décidé de s'impliquer, même si ce n'était pas de sa juridiction, dans le développement, dans l'investissement de différents programmes sociaux, mais particulièrement au niveau du logement. On a créé la Société canadienne d'hypothèque et de logement et on a investi de façon massive dans la construction de logements sociaux jusque dans les années 94. Il s'est construit à travers le Canada des milliers de logements abordables, de logements sociaux, de HLM, qui à l'époque étaient ouverts pas uniquement aux plus pauvres des pauvres, étaient ouverts à l'ensemble des ménages, des petits travailleurs puis les plus pauvres. Donc, il s'est construit des milliers d'unités, mais malheureusement, avec les mesures d'austérité, avec l'arrivée du néolibéralisme dans les années 94, sous le gouvernement Brian Mulroney, on a coupé, dans la lignée des Thatcher puis de Reagan aux États-Unis, on a coupé dans les programmes sociaux. Et un des premiers programmes qui a été coupé, c'était le programme de construction de HLM à travers le Canada en 1994. Mais depuis 1994, il ne s'est pas construit de logements à prix modique de façon massive au Canada. Nous, on estime qu'au Québec, si les niveaux d'investissement avaient été les mêmes, on aurait 70 000 d'unités de plus de logements à prix modique sur le territoire du Québec. C'est pas peu dire, hein? Non. Puis on sera peut-être pas dans une crise comme on vit présentement si les niveaux d'investissement. Le Canada a été sévèrement critiqué par l'ONU pour son non-engagement par rapport aux traités internationaux au niveau du droit au logement à la fin des années 90. Donc, il a repris graduellement certains investissements dans du logement, mais pas à la hauteur qui avait été faite jusqu'aux coupures en 1994. On a investi dans du logement dit abordable, mais c'était pas du logement primodique. Ce qui fait en sorte que, à l'heure actuelle, pour répondre à la question, ce long détour-là, pour répondre à la question, nous, on estime que pour s'attaquer véritablement à la crise du logement que vivent plusieurs ménages à Gatineau, en Ottawa, mais pas uniquement en Ottawa, au Québec et au Canada. Ouais. Parce que, en plus de la crise du logement, le phénomène de l'itinérance a pris des proportions incroyables à travers le Canada, dans les grands centres urbains, à telle ampleur que l'ONU, à la fin des années 90, puis ça ne s'est pas amélioré depuis ce temps-là, comme je le mentionnais, avait critiqué sévèrement le Canada en disant le Canada traverse une situation de désastre national. C'est à peu près les termes qu'il avait employés.
une grave crise du logement, puis compte tenu de la richesse du Canada, avait critiqué fortement. Et ce que l'ONU revendiquait, c'est que le Canada, compte tenu de sa richesse, investisse de façon importante dans le logement. Nous, ce qu'on revendiquait à l'époque, c'était au moins 1 milliard de plus d'investissements à travers le Canada pour le logement. Si le Canada, parce qu'il en a les moyens, reprenait ses investissements à la même hauteur qui a été faite au retour du deuxième conflit mondial, c'est ce qu'on souhaite, puis c'est ce qu'on pense qui se permettrait de solutionner la crise du logement à travers le Canada, puis la crise de l'itinérance. L'itinérance, c'est pas un problème personnel. Bon, c'est souvent lié à des problèmes personnels, mais ce qu'on dit, l'itinérance, c'est pas uniquement c'est pas uniquement un problème de logement, mais c'est toujours un problème de logement. Des gens se retrouvent à la rue en itinérant parce que souvent ont des problèmes de santé mentale ou toutes sortes de problèmes, mais en bout de ligne, ça demeure un problème de logement. Fait que si on veut s'attaquer véritablement à la crise du logement et à l'itinérance, ça va prendre des investissements majeurs au niveau des différents paliers de gouvernement, mais particulièrement au niveau du fédéral. Puis là-dessus, bon, on peut pas dire, même si le gouvernement Trudeau s'est engagé à corriger le tir, puis qui a adopté une stratégie nationale sur le logement. À l'heure actuelle, ce gouvernement-là a investi 0 sous depuis 4 ans. Hein? Depuis 4 ans, malgré les promesses, il n'y a aucun sou qui a été investi dans du logement primotique. C'est quand même incroyable dans un pays aussi riche, alors on a trouvé des sous pour acheter un vieux pipeline à coût de milliards de dollars, puis bon, on délaisse complètement les plus pauvres de notre société. Puis du côté du Québec, c'est ça quoi qu'est-ce que vous espérez voir bouger? Ben, du côté du Québec, encore une fois, suite au retrait du gouvernement fédéral, malgré les pressions que les groupes à travers le Canada avaient faites au niveau du fédéral pour qu'ils reprennent des investissements, malheureusement, ça ne va pas donner les résultats escomptés. Mais les groupes du Québec, depuis une vingtaine d'années, ont interpellé les différents gouvernements du côté du Québec. Et à la fin des années 90, on est arrivé à convaincre le gouvernement d'alors de mettre en place un programme de création de logements social et abordables. C'est un petit programme, ce qu'on appelle le programme Accès-Logis, qui est en place depuis la fin des années 90. Okay. Qui nous a permis de réaliser plusieurs centaines, plusieurs milliers de nouvelles unités à travers le Québec, puis en Outaouais, puis à Gatineau. Malheureusement, ce programme-là est insuffisant en termes de quantité de logements qui nous permet de construire, mais ce programme-là n'a pas été bonifié depuis 10 ans. Et le gouvernement libéral s'est engagé avant les élections à maintenir ce programme-là et à le bonifier, mais la marchandise n'a jamais été livrée. Et la CAQ, pendant les élections, n'avait pris aucun engagement sur la question du logement comme sur la question de l'environnement. Mais après l'élection du gouvernement Legault, on a interpellé ce gouvernement-là pour qu'il maintienne le programme en place, mais qu'il investisse de nouvelles sommes d'argent. Malheureusement, il s'est engagé à maintenir le programme, mais sans ajouter de nouvelles unités comme on l'aurait souhaité. Donc, à livrer les unités qui n'avaient pas été livrées dans le passé. Fait que les engagements du côté du gouvernement du Québec demeurent, à l'heure actuelle, très minces. On s'attendrait avec les surplus budgétaires, parce que ce gouvernement-là, il l'a même annoncé la semaine passée, il y a des surplus au-delà des espérances. Fait que nous, on pense qu'il y a la marge de manœuvre pour investir davantage dans la lutte à la pauvreté puis dans le logement social, mais à l'heure actuelle, on peut pas. Il n'y a aucune annonce dans ce sens-là. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a comme un genre de refus de reconnaître la situation, comme de reconnaître la crise, qu'on vit une crise? À l'heure actuelle. Malgré le rapport qui est sorti. Oui, effectivement. Là, à l'heure actuelle, il n'y a aucun palier de gouvernement qui a déclaré formellement qu'on vivait une crise du logement. Particulièrement le gouvernement du Québec qui refuse jusqu'à présent de reconnaître qu'on est dans une situation de crise du logement. Il y a la ville de Gatineau qui le reconnaît maintenant. Ce qui aide pas, malheureusement, c'est que la crise du logement, présentement, affecte davantage et principalement l'Outaouais, Gatineau,
et beaucoup moins d'autres centres urbains du Québec. Dans les années 2000, la crise a affecté plusieurs centres urbains, dont Montréal, Québec, puis plusieurs grandes villes du Québec. Mais à l'heure actuelle, la situation elle est beaucoup plus corsée puis beaucoup plus pointue à Gatineau. Les autres villes, la crise est beaucoup moins manifeste, ce qui fait en sorte qu'on est un peu isolé sur le territoire du Québec. C'est peut-être ce qui explique pourquoi que le gouvernement refuse de reconnaître la situation. C'est un peu la tendance quand ça se passe dans l'Ouest, malheureusement. Là. Effectivement, c'est comme... Des fois, on semble oublier que Gatineau et l'Outaouais, on fait partie du Québec. Fait que c'est probablement ce qui explique à l'heure actuelle le fait que... on refuse de reconnaître qu'on traverse une crise du logement, mais ça ne règle pas le problème des gens qui la vivent, la crise du logement. C'est pour ça là, qu'on espère que la rencontre avec la ministre jeudi, que ça nous permette de... Parce qu'encore une fois, ces familles-là vont être laissées à elles-mêmes, ce qui est un non-sens. Là. Est-ce qu'on est capable présentement de dresser un portrait ou un à peu près, ou sinon, si tu as des chiffres en tête, mais ça a l'air de quoi? Combien est-ce qu'on a de familles là, qui sont soit dans l'insécurité d'un logement ou carrément itinérants? C'est toujours difficile à dire. À l'heure actuelle, ce soir et demain soir, il y a les premières rencontres d'information pour les sinistrés des inondations. À l'heure actuelle, on n'a pas un portrait exact du nombre de ménages qui ne pourront plus retourner dans leur logement ou leur maison. Okay. Mais on estime à l'heure actuelle qu'il y a plusieurs dizaines de familles qui sont présentement sans logis. Il y en a plusieurs qui sont dans des hôtels payés par la Croix-Rouge pour les sinistrés. Ce qu'on sait par ailleurs, au-delà de... On peut estimer à l'heure actuelle qu'il y a probablement peut-être une centaine de ménages qui ont des problèmes, qui sont sans logis. Mais c'est probablement un chiffre conservateur. On n'a pas de données plus justes à l'heure actuelle. On n'a pas de portrait plus juste à l'heure actuelle, mais on sait que c'est plusieurs dizaines, tout près d'une centaine de ménages qui sont sans logis. Mais on a quand même les données du dernier recensement, du dernier recensement de 2016. Parmi la population locataire de Gatineau, les gouvernements reconnaissent que ce soit de la Société canadienne d'hypothèque et de logement ou la Société d'habitation du Québec, qu'un ménage a des besoins impérieux de logement social, c'est un terme générique, impérieux quand... le ménage assume plus que 25% de ses revenus pour se loger, vit en surpopulation dans un logement ou vit dans un logement insalubre. Donc ça, c'est un ménage qui a un besoin impérieux de sortir de sa condition puis d'avoir un logement à prix modique ou un logement abordable ou un logement convenable. Donc les données du dernier recensement faisaient état de 7000 ménages qui assumaient à Gatineau plus de 50% de leurs revenus pour se loger, qui avaient des besoins impérieux de logement, et tout près de 3000 ménages qui assumaient entre 80 et 100% de leurs revenus pour se loger. Quand tu assumes entre 80 et 100% de tes revenus pour se loger, puis nous, on en voit souvent des familles, là, que 100% de leurs revenus vont pour le logement. Fait que s'il arrive un problème médical ou un problème de toutes sortes, tu n'as plus de marge de manœuvre. Fait que le premier poste budgétaire qui écope, c'est le logement, avec les conséquences que ces familles-là se retrouvent à la rue suite à une démarche du propriétaire au niveau de la régie du logement. Donc, 3000 ménages qui mettent entre 80 et 100%. Donc, on peut considérer que c'est 3000 ménages qui sont à haut risque d'itinérance. Fait que ça démontre les besoins en matière de logement abordable sur le territoire de la ville de Gatineau. À Gatineau, depuis les 20 dernières années, il se construit bon an mal an environ 150 logements abordables. Fait qu'avant de pouvoir répondre aux besoins, puis là, je prends les 3000, encore une fois, pour répondre aux critères d'obtention d'un logement à prix modique, il faut que tu payes plus que 25%. 25%, là, on parle au-delà de 15 000 ménages qui répondent à ce critère-là. Presque 8 000 à 50%, puis 3 000 à 80 à 100%. Ça nous démontre les besoins
qu'on parle. C'est des gros chiffres. C'est des gros chiffres. Ouais. Alors que ce qu'on peut réaliser comme logement abordable, là, c'est une centaine d'unités par année. Fait que l'écart entre les besoins puis ce qu'on peut réaliser pour répondre à ces besoins-là est énorme. Fait que c'est pour ça que si on veut s'attaquer véritablement à la crise du logement, bien, ça va prendre des investissements importants au cours des prochaines années. Est-ce que vous êtes modernement optimiste? C'est difficile. Il faut avoir encore la conviction puis le feu sacré parce que malheureusement, la pauvreté, c'est pas la priorité des gouvernements depuis les dernières années tant sur la scène provinciale que sur la scène fédérale. Là, malgré ce qu'on peut en dire, là, quand on rencontre les politiciens, ils nous disent « oui, c'est notre priorité », mais concrètement, quand on voit les résultats, on est loin de la coupe aux lèvres. Tu parles du feu sacré, si tu permets, j'ai envie de poser quelques questions un peu plus personnelles. Vous m'avez dit tantôt que vous étiez impliqué depuis 95. Pour avoir lu certains articles de quelques années passées, vous avez songé à un moment donné de quitter ce domaine-là. Mais vous êtes encore en train de vous battre encore pour défendre les droits des gens. Qu'est-ce qui vous motive encore? Puis qu'est-ce qui vous motivait au départ de faire ça? Parce que je pense que... Est-ce que j'ai la bonne information? Est-ce que vous étiez avocat de formation? Oui, j'ai une formation en droit. J'ai été avocat par ça. J'ai pas vraiment pratiqué le droit, mais j'ai fait une formation. En fait, mon parcours de vie, ça a toujours été une implication dans le communautaire. Moi, je viens de la région de Québec et mes premières armes ont été faites au niveau du chômage. Je me suis impliqué au niveau des organismes de chômage à Québec. Après ça a été une implication au niveau des accidentés de travail. J'ai eu l'occasion, dans le passé, dans une autre vie, de travailler avec Michel Chartrand à la Fondation d'aide aux travailleurs accidentés. Donc, j'ai toujours été impliqué. Puis à ce moment-là, j'ai senti le besoin de parfaire mes connaissances. Puis c'est là-dessus que je me suis orienté vers le droit en sciences juridiques à l'UQAM pour parfaire mes connaissances. Mon objectif n'était pas tant de faire du droit traditionnel, mais d'aller chercher une formation en droit parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est de la défense de droit, sous une autre forme. Fait que c'est ce qui m'a amené vers le droit, mais j'ai une formation en sciences sociales également. Fait que ma motivation, ça a toujours été de m'impliquer dans la défense dans les politiques sociales au niveau de la défense des personnes qui avaient soit des problèmes d'accidenté de travail ou de chômage ou après ça, c'était le logement. Quand je suis arrivé dans la région, Bill Clinton venait de quitter. Là, fait que j'ai rencontré l'équipe qui était alors avec Isidore Astigui, là, qui est maintenant décédé. C'est comme ça que j'ai commencé à Logement Occupe. Puis depuis ce temps-là, malgré le fait que c'est pas toujours évident, évidemment, travailler avec des gens qui traversent souvent des moments très difficiles. Pour moi, c'est ce qui me motive. Encore une fois, dans un pays aussi riche que le nôtre, puis un pays qui a pris des engagements au niveau des droits sociaux, de se retrouver avec des personnes, des ménages qui se retrouvent dans des situations aussi précaires, pour moi, ça devient inadmissible. C'est ce qui me motive quasiment toujours. Incompréhensible. Oui, tout à fait. Parce s'il y avait une réelle volonté politique de s'attaquer à ce problème-là, ça ferait longtemps que ça serait réglé. Mais en fait, c'est la réalité du régime capitaliste dans lequel on se trouve. C'est le régime qui engendre ça. À un moment donné, je pense qu'il faut se questionner sur le régime dans lequel on vit. Puis au niveau de l'environnement, c'est la même affaire. Est-ce qu'on peut réformer ce régime-là? Moi, j'en doute maintenant. Mais si est-ce qu'on ait un autre régime, il faut poursuivre la lutte pour convaincre les autorités à respecter leur engagement auprès des plus démunis. On va souhaiter que vous êtes là encore plusieurs années pour aider ces gens-là. Puis je vais vous laisser aller parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, je suis sûr que vous avez des suivis à faire avec la situation présentement, encore des inondations qui n'est pas réglée. Donc, bon succès. Puis merci encore une fois d'être venu nous voir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci.
Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.